Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël. Merci de répondre à cette interview. Je précise aux internautes que tu es une citoyenne franco-syrienne, engagée dans des questions de géopolitique. Tu es membre de plusieurs associations, dont la Coordination pour la souveraineté de la Syrie, les Descendants d'Ashtar, une fondation culturelle, et tu es également présidente de l'association du réseau des scientifiques syriens expatriés. Voilà. Alors l'actualité est malheureusement assez chargée. Donc on va commencer par évoquer donc l'avion russe qui a été abattu il y a quelques jours par l'armée turque. Est-ce que tu peux commenter ce fait qui a été assez peu, c'est vrai, relevé par les médias mainstream ici en France? Je pense quand même que cet avion a été dans les terres syriennes et dans le ciel syrien. D'après non seulement les déclarations russes, mais aussi d'après des images satellites et d'après des preuves au sol aussi, puisque l'avion est tombé de toute façon à l'intérieur, bien à l'intérieur des terres syriennes. Ça, c'est un premier point. Et donc, c'était une agression contre la Syrie, puisque la Russie intervient sur demande de la Syrie comme allié donc dans la lutte contre Daesh. Et c'était un avion qui, parmi d'autres en fait, qui était en train de faire des opérations contre Daesh dans les frontières nord de la Syrie, après avoir détruit d'ailleurs des milliers de citernes, je dis bien des milliers de citernes qui transportaient le pétrole de Daesh en Turquie. Donc, ça montre aussi, je dirais, la colère turque d'avoir perdu l'argent de tout ce pétrole. Alors il y a quand même, je rappelle, des décisions à la fois de l'ONU et du Conseil de sécurité qui interdisent complètement tout commerce avec Daesh parce que ça soutient cette organisation terroriste. Alors, ces informations ont été confirmées en France par François Fillon, hein, notamment. Elles ont été reprises par François Fillon dans une déclaration. Le fait que Ankara donc revendait du pétrole, utilisait le pétrole de l'État revendu par l'État islamique. Bien sûr. Ça a été aussi repris, donc ça a été dit par Poutine dans la réunion du G20, où il affirmait qu'il y avait une quarantaine de pays, dont certains qui étaient là, qui traitent et commercent avec Daesh. Donc ça, c'est quand même très important qu'il y ait une connaissance générale que, en fait, cet embargo contre Daesh n'est pas appliqué et qu'il y a des pays qui, au contraire, soutiennent Daesh en commerçant avec eux et en achetant le pétrole volé à la Syrie. À Daesh. Alors, Aïssar, je vous coupe 2 secondes. On sait qu'il y a une intervention russe, donc aux côtés de la Syrie, du Hezbollah et de l'Iran. Mais il y a également une intervention américaine et française. Mais on sait que les parties américaines et russes se parlent, communiquent, même si les interventions sont 2 interventions distinctes. Je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN, donc la Turquie ne pouvait pas ignorer ce que faisait la Russie. Parce que évidemment, les Russes et les Turcs ne disent pas la même chose. Les Russes disent qu'ils n'ont pas violé l'espace aérien turc. Les Turcs disent le contraire. Est-ce que vous pouvez commenter cela, le fait que la Turquie est membre de l'OTAN? Alors, je voudrais faire un distinguo aussi entre toi tu appelles intervention. En fait, la Russie n'intervient pas. La Russie coopère avec la Syrie sur demande de la Syrie. Donc, c'est pas une intervention de leur part indépendante de la volonté de l'État syrien. Alors les interventions américaines, françaises, etc., de la coalition, de la dite coalition qui est sous direction des États-Unis,
Et il intervient pas en Syrie, ils interviennent jusqu'à présent en Irak et occasionnellement quand ils interviennent en Syrie, la Syrie dénonce ce fait comme étant une agression contre la Syrie. Donc ça c'est vraiment très, il faut que ce soit très clair. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, je voulais dire effectivement, je ne pense pas que la Turquie ait pu intervenir sans en avoir convenu avec les États-Unis qui dirigent l'OTAN, puisque la Turquie est un pays de l'OTAN aussi. Et bon, bien qu'ils le disent, ils disent que les Américains disent qu'ils n'étaient pas au courant, mais quand même tous les pays de l'OTAN ont soutenu cette bêtise ou cette action de la Turquie. Ils se sont désolidarisés des conséquences, mais en fait ils disent que la Turquie avait raison de défendre son espace aérien. Alors que clairement, d'après les images satellites, et ils ont repris l'hypothèse ou la thèse turque, qui est comme quoi l'avion russe avait été dans les cieux, l'espace aérien turc. L'espace aérien turc, voilà. Donc c'est quand même ceci vient envenimer les relations, alors qu'en fait la Russie appelle depuis longtemps à ce qu'il y ait un front uni contre le terrorisme de Daesh et ses sœurs, la Jabhat al-Nusra, etc., et toutes les petites organisations qui ne sont que des subterfuges de Daesh et qui changent de nom selon les endroits. Donc il y a eu cet appel pour avoir un front uni commun avec les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Même l'Arabie Saoudite, ils ont appelé même l'Arabie Saoudite à faire partie de cette alliance contre Daesh. Mais en réalité, ce qui s'est vraiment concrétisé jusqu'à présent, ça a été des paroles du côté occidental et OTAN, et de l'autre côté, ce qui se concrétise et qui est devenu une alliance vraiment stratégique et qui s'est renforcée par le voyage de Poutine en Iran, qui s'est renforcée aussi par les rencontres avec les Syriens. Et ça devient aussi une alliance stratégique dans la région entre la Russie, l'Iran, la Syrie et l'Irak, l'Irak dans une moindre mesure, mais l'Irak aussi. Donc, et puis les forces de la résistance libanaise qui participent aussi, donc avec la Syrie aussi, et sous la direction aussi de l'armée syrienne sur le territoire syrien. D'accord. Alors c'est vrai que selon certains analystes, c'est rien que moins que non seulement le sort de la Syrie qui se joue actuellement en Syrie, mais également le futur de l'Irak et d'autres pays peut-être de la sous-région comme le Yémen, l'Arabie Saoudite. C'est vraiment beaucoup de choses en jeu. C'est quand même que en plus du fait que les Turcs ont tiré sur l'avion à tort, ils ont commis un crime de guerre puisque l'aviateur, les deux aviateurs qui s'étaient éjectés et ils ont tiré sur ils ont tiré sur eux pour les tuer, alors que c'est aussi un crime de guerre, ça fait partie des normes, je peux dire, et des conventions de Genève pour réglementer les guerres. Donc ils l'ont tué, ils ont commis des exactions contre son corps. Et puis le deuxième, il a été juste blessé, il a été sauvé par l'armée syrienne dans le secteur. D'accord. Alors quelle est la situation actuellement dans les villes du Nord, une ville comme Latakia ou même une ville comme Alep?
Alors, l'armée syrienne continue à progresser dans ces villes. Et, elle enregistre vraiment des victoires importantes. Il y a plusieurs villes qui ont été reprises sous le contrôle de l'État syrien, donc libérées par l'armée syrienne. Et je tiens à dire que les habitants de ces villes sont plus que ravis et commencent à respirer. Et ils sont vraiment contents. La progression, elle a lieu non seulement dans le nord de la Syrie, mais aussi dans les villages et les villes banlieues de toutes les grandes villes, donc d'Alep, de Latakia, de Homs, de Hama, aussi bien de Hasakeh, d'Erzor, qui sont des villes du nord-est, et surtout Hadera aussi, qui est une ville du sud, et dans la banlieue de Damas aussi. Oui, la banlieue de Damas alors, quelle est la situation? Oui, c'est pareil, l'armée progresse aussi dans la banlieue de Damas. Ce n'est pas fini, il y a aussi des négociations. On espère que bientôt le quartier Yarmouk va revenir aussi au contrôle de l'État, ainsi que le quartier de Jobar, il est toujours un peu sous tension, je peux dire. Donc des confrontations importantes, et aussi bien dans la route de l'Est que de l'Ouest aussi. Parce qu'il y a des tentatives de réconciliation pour certains quartiers de la part du gouvernement, des médiations qui sont faites pour que les combattants d'Al-Nusra ou d'autres groupes non pas déposent les armes, mais en tout cas cessent de se battre contre le gouvernement et se battent uniquement contre l'État islamique. Donc ils ne déposent pas les armes, ils gardent le contrôle de checkpoints, mais ils ont droit à des aides de l'État au niveau de nourriture, ce genre de choses. Pour les habitants. Réconciliations qui sont en cours, disons, dans pas mal de villes et de villages autour des villes. En fait, les communes, comment on appelle ça? On appelle le Rif. C'est les banlieues, en fait, des grandes villes. Il y a notamment dans la banlieue de Qudsiya, il y a un accord qui est en cours qui permettrait aux terroristes, en fait, de sortir sans leurs armes. Mais les Syriens, les étrangers doivent partir obligatoirement. Ils partent obligatoirement dans la région d'Idlib pour rejoindre la Turquie, parce que la plupart sont aussi des Tchétchènes, des Afghans, des Azerbaïdjanais, des personnes qui sont... il y a aussi parmi eux quelques Français et quelques Allemands. Et donc, l'accord stipule qu'ils ceux-là doivent partir, inévitablement, de toute façon. On ne veut pas les avoir sur le territoire. Et puis, les Syriens, ils sortent sans leurs armes. Et alors, ceux qui veulent se rendre, ils se rendent. Et ils se rendent et ils signent en fait, ils passent une sorte de stage ou d'une formation à la citoyenneté à nouveau, et ils s'engagent à ne plus prendre les armes contre l'État. Et les autres, ils partent. Et puis, et ceux qui ne peuvent pas et ne veulent pas se rendre, ils partent sans leurs armes aussi, et ils vont dans la ville d'Idlib. Ce qui fait que pas mal de checkpoints, en fait, ont été effectivement ouverts hier, et la circulation a repris ou en phase de reprendre, en fait, dans plusieurs villes, donc Qudsiya, justement. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux également commenter les attentats qui ont lieu à Beyrouth juste avant ceux de Paris? Alors, je tiens à dire que après une période d'accalmie, ou assez calme, pendant quelque temps, il y a eu 3 gros attentats qui ont
secoué le monde en fait. Un premier attentat qui était vraiment très meurtrier, qui a eu lieu à l'Ataquié déjà, alors qu'il y avait une délégation française qui visitait l'Ataquié. Dont je faisais partie. Voilà, donc cet attentat a eu lieu sur la gare routière qui est à côté de l'université, juste au moment où les étudiants sortaient de l'université et donc il y a eu pas mal de morts. Et 22 morts. 22 morts. 22. Voilà, le lendemain, exactement, le surlendemain, un grand attentat qui secoue la banlieue sud de Beyrouth aussi, et qui a fait 42 victimes et beaucoup de blessés, une grosse dose d'explosifs, et puis quelques jours plus tard, donc ce massacre au Bataclan à Paris, et donc avec à la fois l'explosion au stade Saint-Denis et à 7 endroits différents, donc à Paris. Donc je peux dire quand même qu'aujourd'hui, si on peut constater quelque chose, c'est que les gens qui ont misé sur la chute du pouvoir en Syrie, en dépêchant en Syrie des terroristes et puis en exportant en Syrie des escadrons de la mort sous des vocables différents, que ce soit Jabhat al-Nusra d'abord et puis Daesh après, etc. Tous ces gens, ils pensaient que ça allait effectivement faire chuter le pouvoir en Syrie. En réalité, ils ont implanté le terrorisme au Moyen-Orient, et puis aujourd'hui, le terrorisme touche toute l'Europe et ça devient une menace vraiment mondiale. Ils partent de la Syrie justement parce que aujourd'hui, l'armée syrienne enregistre des victoires importantes contre ces terroristes. Hein. Et l'armée, en fait, aussi la résistance libanaise a aussi, dans sa coopération avec l'armée syrienne, a été très très efficace dans les victoires qui ont été enregistrées dans les villages du Qalamoun, qui sont les villages des monts qui séparent la Syrie du Liban, en fait. Hein. Une zone stratégique. Voilà, une zone stratégique, une zone assez élevée, donc il y a des hauteurs importantes. Et donc cette victoire a été totale et qui a surtout coupé les lignes d'alimentation, je peux dire, en armes et en hommes des organisations terroristes à l'intérieur. Donc c'est très important à voir, et je crois que si je reviens un peu à la Turquie aussi, c'était très important de voir cette intervention turque contre l'avion russe a été aussi par excès de colère, parce que les bombardements russes ont coupé non seulement les voies d'alimentation en argent, je peux dire, donc les voies de financement de Daesh, mais aussi ils ont coupé les voies d'alimentation en armes et en personnel, puisque l'armée turque intervient avec Daesh aussi en Syrie. Et ça, il faut le savoir, parce que les différentes... lorsque les villes de Jisr et Idlib ont été reprises par Daesh, ça a été suite à l'arrivée massive de djihadistes, entre guillemets, qui ne sont rien d'autre que l'armée turque maquillée. Très bien. Alors pour faire le lien avec le président français qui rend un hommage aujourd'hui aux victimes, moi j'ai trouvé cette formule quand j'étais en Syrie, alors que j'étais interviewé par la télévision syrienne. En France, on a des hommes politiques qui se revendiquent toujours de porteurs de valeurs,
Pour moi, ils ne sont que des porteurs de valises, les valises du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Voilà, donc que ce soit d'ailleurs l'UMP remaquillé ils ont trouvé un autre nom, là, les Républicains, et le PS bien sûr au pouvoir. Donc voilà, les porteurs de valises. Malheureusement, parce que c'est vrai que c'est un jeu c'est les poupées russes en fait. Il y a Daesh derrière, il y a effectivement les parrains comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi des pays comme la Turquie et la Jordanie qui abritent des centres de formation. Et derrière, il y a bien sûr la France, les États-Unis, l'Angleterre et Israël. Voilà. Tout à fait. Pour faire court. Tous le savent, hein, et je sais que je voudrais rappeler quand même que les premiers qui avaient dit ça, c'était Joe Biden en fait, donc qui était vraiment le responsable américain à la Maison Blanche, mais en plus les médias ou certains médias, les services secrets allemands l'avaient dénoncé depuis 2012. En fait, ils en avaient parlé. Ils avaient parlé de tous ces djihadistes qui viennent du monde entier, etc. Et puis malheureusement, tous ces responsables qui vivent avec l'argent du Qatar et qui façonnent leur position politique en fonction de cela, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, du reste, qui ne répugnent pas à dire que l'Arabie Saoudite est un pays démocratique et défend même les droits de la femme, alors que c'est un pays où on coupe les têtes, on coupe les membres, etc., systématiquement. Et c'est le plus grand pourvoyeur du wahhabisme dans le monde et qui aujourd'hui menace le monde entier par tous ces imams qui sont dans les mosquées qui se propagent dans le monde, et ces imams qui appellent au djihad, qui appellent à tuer tous les mécréants et à être contre tous ceux qui sont différents d'eux. Donc, en fait, justement, je l'interviewerai cet après-midi Jean-Louis Zambert, l'écrivain et journaliste. Ce sera l'occasion de parler justement du wahhabisme et des frères musulmans. Voilà, je pense que ce sera largement, il est largement qualifié pour commenter ces deux organisations. C'est important pour tous les Français de savoir à travers les médias, en fait les médias qui leur cachent toute la réalité, puisque la Syrie a été suspendue de tous les satellites dès les premiers jours de l'agression contre la Syrie, donc en 2011, que la télé iranienne a été aussi suspendue des satellites et que la télé du Hezbollah, Al-Manar, a été suspendue de tous les satellites. Donc les seules télévisions et les seules voix qui pouvaient dire la vérité sur le terrain, en fait, ont été interdits et le français ne les entend pas et ne les voit pas. Donc toute son information passe par les médias monolithiques qui sont les médias officiels et du mainstream, qui sont tenus par des groupes sionistes et qui obtempèrent au pouvoir aussi. Donc, ou je dirais même le pouvoir obtempère à ces médias. Enfin, disons que ces groupes-là, quand ils sont pas sionistes, en tout cas, ils ne critiquent pas sionisme. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Non, mais en fait, je faisais allusion au groupe Murdoch, qui est effectivement un groupe sioniste et qui est très puissant en Europe. Patrick Drahi aussi, il y en a plusieurs. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc c'est important que les gens sachent un peu tous ces détails et sachent aussi que on occulte des informations et qu'on leur donne des informations complètement faussées. Je voudrais quand même dire à tout le peuple français toutes mes condoléances pour ce gros massacre en fait qui a eu lieu à Paris, donc le vendredi 13 novembre, que nous sommes solidaires et que c'est important que le peuple français prenne conscience du danger du terrorisme contre lequel aujourd'hui le seul qui se bat, c'est le peuple syrien et à ses côtés ses alliés stratégiques, la Russie, l'Iran et la résistance libanaise. Alors oui, c'est vrai. Malheureusement, sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, on peut deviner que ce soit en France ou en Europe, ce sera pas
malheureusement pas le dernier attentat à venir. Malheureusement. Ouais, Il risque d'y en avoir d'autres. J'espère quand même que les responsables politiques français puissent prendre la mesure de la gravité de la chose et arrêtent de laisser le champ libre à l'Arabie Saoudite et au Qatar d'investir en France et puis de former les imams, etc., d'une part, et puis qu'ils arrêtent aussi d'avoir une politique qui est complètement inféodée, j'allais dire, à leur politique qui est une politique aussi pro-sioniste. Donc l'Arabie Saoudite aujourd'hui ne cache pas ses accords avec le Mossad, ne cache pas ses rencontres, etc. Et ils travaillent tous main dans la main. Donc c'est important que les peuples reprennent le dessus. Le message est entendu. Merci Aïssa. À bientôt. Merci beaucoup Raphaël. À très bientôt. Bonne journée. Merci.